Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous faire confiance sur New World TV, les télés qui vous transforment. Avec moi sur le plateau pour le monde en 7, Eric Johnson, il est le directeur de publication de l'Union. Avec lui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire et l'opposition ivoirienne qui va en rang dispersé pour les élections législatives prévues en mars prochain. Nous allons également parler du Niger, du second tour des élections présidentielles et ce duel qui aura lieu entre Bazoum, qui est l'actuel ministre de l'Intérieur, et l'ancien président de la République, Ousmane. Nous allons également parler du Togo et la création d'un nouveau cadre de concertation nationale entre acteurs politiques. Eric Johnson, bonjour. Bonjour, cher ami Michel. Bonjour, chers amis téléspectateurs de New World TV. Vous allez bien? Bien, et ça va. Malgré le coronavirus, on tient bon, ça peut aller. Oui, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, le GPS de Guillaume Soro et 6 petits partis de l'opposition refusent de participer aux élections législatives de 2021, mars 2021. On a vu également la tendance du FPI tendant pro-AFI et surtout le COJET de Charles Blé Goudé qui se retire du processus électoral. La Côte d'Ivoire, l'opposition ivoirienne, qu'est-ce qui ne va pas, Eric Johnson? Et vous savez, c'est vraiment malheureux pour nos pays. Nous avons des oppositions qui connaissent très bien les enjeux des élections et qui, je ne sais pas comment ça se passe chez eux, mais ils boycottent des élections très capitales pour l'avancée démocratique de nos pays. En Côte d'Ivoire, je crois que Henri Konan Bédié, au moins lui, il a pris la mesure de la chose avec une partie du FPI qui veulent quand même, ces deux camps-là veulent participer à ces élections. C'est pas pour rien. Vous savez que c'est à l'Assemblée nationale qu'on modifie tout. À l'Assemblée nationale qu'on légifère les lois qui vont permettre de diriger le pays. Mais si vous n'êtes pas présent, vous participez à quoi finalement? C'est d'ailleurs ce qui avait poussé le RHDP à modifier les choses. Mais c'est clair, justement. Alors, si il y a encore des tendances comme d'ailleurs Charles Blé Goudé et Guillaume Soro qui ne sont pas au pays, qui appellent les Ivoiriens à boycotter encore ces élections, je pense que ce n'est pas très franchement bien mûri. Parce que politiquement, ça crée un souci. Ça crée un souci. Vous avez vu, on dira que le Togo a été un cas d'école. Ça a commencé ici en 2002, où, sachant très bien qu'il y a des perspectives de modification de la Constitution, malgré ça, l'opposition a boycotté ces élections. On a refait la Constitution pour permettre quand même, pour enlever le blocage qui ne permettait pas aux gens de briguer à plusieurs reprises la magistrature suprême. Mais en Côte d'Ivoire, ça s'est fait. En Guinée, ça s'est fait. Je ne comprends pas. Moi, en fait, c'est cette incompréhension-là qui fait que je me dis que la politique en Afrique a des problèmes. Est-ce que ce sont les hommes qui ne veulent pas voir de près ce qui se passe, ou bien ils ont des agendas qui ne sont pas forcément les agendas des peuples. Regardez, Guillaume Soro, il n'est pas là. Charles Blé Goudé, il n'est pas là. Mais celui qui est sur le terrain dit « allons à ces élections ». Quel que soit ce qui va se passer, ils sont en pleine négociation avec le pouvoir en place. Ils veulent quand même que les choses soient mieux gérées, mieux organisées pour que les Ivoiriens puissent participer largement à ces élections législatives. Parce que, vous savez, aujourd'hui, Alassane Ouattara est là, il peut encore faire un autre mandat. Et si, mais vous ne tenez pas garde, il a encore le pouvoir législatif. Il peut encore ouvrir le champ pour une présidence à vie. Comme on le dit souvent. Voilà. Alors, les arguments sont différents. Oui. Il faut dire que Guillaume Soro et ces 6 partis de l'opposition disent nous n'allons pas à l'élection législative. Tout simplement parce qu'on aura le sentiment qu'on légitime le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Mais qu'il le veuille ou non, Alassane Ouattara a prêté serment.
Aujourd'hui, personne d'autre ne peut prévaloir être le président de la Côte d'Ivoire si c'est pas Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous ne voulez pas légitimer. Alors, vous ne voulez pas légitimer, vous lui laissez libre cours pour faire ce qu'il veut de ce pays-là. C'est dommage. C'est vraiment dommage. La réflexion voudrait plutôt que vous puissiez être à l'Assemblée et commencer quand même par le bloquer sur certaines lois qui lui donneront un couloir pour pouvoir faire ce qu'il veut du pays. Regardez un peu ce qui s'est passé aux États-Unis. Les deux chefs d'État, enfin le sortant et l'élu, étaient sur le terrain pour demander aux électeurs de voter pour leur sénateur. Parce que l'enjeu, c'est là-bas. Aujourd'hui, le Sénat est entre les mains des démocrates. Mais Joe Biden va conduire ce pays-là pendant les 4 prochaines années comme il le voudra. Ça, c'est clair. Mais s'il avait laissé le terrain et que c'était des républicains qui prenaient le Sénat, mais c'est fini. Il sera tout le temps bloqué. C'est un exemple pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, il faut toujours prendre exemple ailleurs. Mais ça, c'est clair pour nous. Vous savez que la loi, tout ce qui se passe, c'est par l'Assemblée. Alors, pourquoi vous allez boycotter? Les sièges qui sont là, c'est pour les politiques. Il faut participer à la gestion du pays. Alors, là même, si vous n'êtes pas là, vous dites que vous ne voulez pas légitimer le pouvoir d'Alassane Ouattara, mais qui va contrôler les actions du gouvernement? Voilà. Alors, pour d'autres partis de l'opposition, on a parlé également du FPI, tendance à Finguessan. On a parlé également du COJEC, qui se retire du front de l'opposition tout simplement parce qu'ils disent que le PDCI et le FPI Gore s'accaparent les places à cause de leur hégémonie. Oui, mais écoutez, quand on est sur un terrain politique, il faut se battre. Comme on dit chez nous, le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache. Ouais. Il faut se battre sur le terrain. Écoutez, d'abord, quand eux tous, ils se regroupent au sein des coalitions, des regroupements providentiels, je pense que en amont, ils ne s'expliquent pas à fond les contours de ces regroupements-là. Quand ils vont se retrouver, qu'ils se disent, nous y allons, nous sommes ensemble pour une cause bien définie, et après cette cause-là, chacun peut retrouver sa liberté. S'il y a encore des situations, on peut encore se retrouver et on définit les clauses de cette union-là. Mais ça ne se fait pas. Les gens pensent que le jour où ils sont en difficulté, ils se retrouvent, ça veut dire que c'est une balise. Non, il faut plutôt avoir des tests, il faut négocier des choses en amont avant d'aller dans cette union-là. Vous voyez, quand les gens disent mais on va à une élection pour se jauger politiquement vis-à-vis du peuple. Ouais. Mais entre aujourd'hui le COJEM de Charles Blé Goudé et le pays légitime, comme on le dit souvent, de la Finguessan. Mais attends, qui a plus de légitimité vis-à-vis du peuple? Qui peut porter, quelle voix peut porter aujourd'hui plus? Donc, chacun se base sur ce qu'il a eu sur le terrain pour dire, moi, je veux plus par rapport à ma position stratégique, etc. D'abord, ce qui se passe, quand vous voulez faire une coalition pour participer à une élection, chacun dit, dans mon fief, j'ai un fief. C'est pour ça que nous parlons de base électorale pour chaque parti politique. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas avoir un candidat dans ce milieu-là. Vous avez des communes, des circonscriptions électorales. Dans cette circonscription-là, il y a déjà quelqu'un qui est bien posé, qui peut faire l'affaire de toute l'opposition. Vous voulez dire que, par exemple, à Finguessan, on peut avoir ces éléments au niveau de Abengourou, son fief, voilà. Daoukro pour le président Bédié et autres. Oui, c'est comme ça. Mais vous ne pouvez pas dire, parce que nous faisons partie d'une coalition, que tout de suite l'opposition doit porter quelqu'un
qui, franchement, n'est pas aussi populaire politiquement parlant sur le terrain. C'est inadmissible. À partir de ce moment, vous-même, vous cassez les dents, hein, parce que en face, vous avez un adversaire qui a réussi à mettre sur toute l'étendue du territoire des fiefs pour pouvoir participer à ces élections. Éric, est-ce que cette cacophonie s'explique aussi par le manque de vision commune, si on peut le dire, de l'opposition ivoirienne? Mais quand on se retrouve, chacun a son idéal. Quand vous avez un idéal, c'est qu'il faut le défendre, c'est qu'il faut tout faire pour y arriver. Mais si les tendances sont différentes, si chacun vient avec sa stratégie pour obtenir le pouvoir, mais c'est sûr que au bout du rouleau, ça va être difficile pour chacun. Personne ne peut se dire, écoutez, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je peux avoir sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les circonscriptions électorales, des candidats qui seront votés à 100%. Non, ça ne peut pas exister. À partir de ce moment, il faut que chacun essaie de se battre sur le terrain pour pouvoir obtenir quelque chose. Est-ce que quand on a un ennemi commun qui est entre griffes, un adversaire, oui, l'adversaire commun qui est le président Alassane Dramane Ouattara. Est-ce qu'il faut montrer aussi ce genre de mélo à chaque moment, parce qu'on l'a vu aussi au niveau des élections présidentielles et aujourd'hui au niveau des législatives? Mais écoute, ça c'est une évidence. Comme je le disais tantôt, les gens viennent avec des idées préconçues. D'abord, il y a une certaine méfiance au sein de cette opposition-là. Quand on dit souvent que l'opposition n'a qu'à faire front unique contre un candidat du pouvoir, mais les gens ont d'autres agendas. Et finalement, c'est toujours difficile. C'est difficile. Ils ne peuvent pas, aujourd'hui, avoir comme idéal remporter les législatives. Et vous allez voir, quand je prends toujours l'exemple du Togo, où en 1994, l'UTD et le CAR avaient la majorité à l'Assemblée nationale, mais quand il s'est agi de nommer un Premier ministre, ça a été un souci. Mais si les gens veulent réellement faire front face à Alassane Ouattara, il faut qu'ils définissent clairement les bases et que chacun respecte tout ce qui est dit et de quelle manière, quand vous allez gagner, comment vous allez partager le pouvoir, parce que en réalité, il s'agit de ça. Allez, Henri Konabédié du PDCI et le FPI tentent de sauver l'union sacrée là de cette opposition. Comment justement sauver cette union, Éric? À deux, ils ne pourront pas. À deux, malgré que c'est des ils sont les poids lourds. Ils sont les poids lourds. Qui constituent quand même des poids politiques en Côte d'Ivoire, mais à deux, ils ne pourront pas sauver cette opposition parce qu'il y aura toujours des pots de banane qu'on placera sous leurs pieds. Mais comment sauver cette opposition? Il faut être réaliste. Est-ce que cette opposition-là a besoin d'être sauvée? Puisque c'est des hommes qui gèrent cette opposition-là, il faut que les hommes-là arrivent à s'entendre sur le minimum d'abord. Si vous n'arrivez pas à vous entendre sur le minimum, comment voulez-vous vous entendre sur le général? Le particulier, vous n'arrivez pas, c'est le général. Ça va être très difficile. Personnellement, j'ai pas de remède à proposer à cette opposition, mais je pense que si réellement la vie du citoyen ivoirien passe avant tout dans chacun des partis politiques, je crois que c'est ensemble ils pourront s'asseoir, discuter, prendre les mesures de la chose pour pouvoir avancer. Pas de remède magique, parce que nous sommes sur un terrain politique. Ce n'est pas prendre un peu de retard sur les préparatifs des élections législatives, parce que le RHDP, le Rassemblement des Oufétiques pour la démocratie et la paix, est sur le terrain. Aujourd'hui, il faut dialoguer, ou bien il faut parler peut-être avec Afi Nguessan, il faut pouvoir arriver à parler également avec d'autres, dont Charles Blé Goudé. Non, ça prend du temps. La corde du dialogue n'est pas rompue.
Je crois qu'il continue quand même par négocier. Et c'est sur certains points qui n'arrivent pas à s'entendre. Déjà, il y a eu des ouvertures par rapport à la CENI où l'opposition demandait qu'on ouvre un peu les champs pour qu'elle puisse participer à la CENI. Ça s'est fait, c'est des accords de principe, mais dans la pratique, il y a rien pour le moment. Même au niveau des commissions électorales locales, il y a aussi une acceptation de faire participer l'opposition. Mais le fondamental, c'est que l'opposition oublie très souvent qu'elle a des échéances. Quand le parti au pouvoir est déjà sur le terrain, en train de battre campagne, c'est en ce moment, vous êtes là à demander le respect de certains préalables pour pouvoir participer. Pendant ce temps, vous perdez le temps. Ils ont aussi raison. Quand on n'a pas les préalables, on ne peut pas aussi participer paisiblement aux élections. Oui. Mais il faut se prendre très tôt quand on va à une compétition. C'est pas parce que les règles de jeu ne me conviennent pas que je ne vais pas me préparer pour pouvoir affronter mes adversaires sur le terrain. C'est de ça il s'agit. On pense que lorsqu'on sortira pour demander aux électeurs ivoiriens votez pour nous, ce sera automatique. C'est jamais évident. Jamais évident. C'est en ce moment-là, quand vous voyez que le parti au pouvoir commence par se lever, levez-vous et continuez par négocier. Vous ne pouvez pas laisser l'un pour l'autre. C'est ce qui se passe malheureusement. On a clôturé le dépôt des candidatures hier et avant-hier, je crois, mais le 20. Mais est-ce que l'opposition a réussi quand même à donner une liste de candidats communs? Ils iront, ou bien elle ira sans doute en rang dispersé, il faut le dire. Tendance Gore, tendance Afinguessa, PDCI divisé, et ça participe, et puis Kojek et autres. Et ça participe à cette chance, Eric, de l'opposition ivoirienne de pouvoir arriver à battre le RHDP. C'est pour ça que je disais qu'il fallait s'y prendre très tôt. Aujourd'hui, on vient de sortir d'une élection présidentielle. Alors, même si il y a eu un boycott par rapport dans certaines régions, je ne pense pas que ce soit une raison pour que le RHDP ne puisse pas avoir autant de voix à l'Assemblée. Il faut faire attention parce que vous savez, chez nous en Afrique, généralement, c'est l'argent qui parle. Pour ces élections-là, des communautés qui depuis des années n'ont jamais vu l'électricité, on leur apporte l'électricité, on apporte de l'eau par ici. Et sur ce plan, le président Ouattara a beaucoup travaillé, les Ivoiriens même le disent. Ceux qui ne l'aiment pas aussi le disaient. Mais justement, c'est pas pour rien. C'est pour perpétuer son pouvoir, et ça c'est clair. Et donc, je dis, ça va être un peu difficile pour cette opposition-là de rafler beaucoup de voix vis-à-vis de la RHDP d'Alassane Ouattara. J'ai une question à vous poser. Pour pouvoir passer au sujet sur le Niger. On critique le président Alassane Ouattara, mais visiblement, on a l'impression que l'opposition elle-même est fragmenté, divisé en Côte d'Ivoire, ce qui ne lui permet pas véritablement de pouvoir faire face au président Alassane Dramane Ouattara. Je ne veux pas parler forcément des élections législatives à venir, même la présidentielle passée le 31 octobre 2020. Non, je crois que en Côte d'Ivoire, une situation quand même un peu différente de la situation en Guinée, où le parti au pouvoir a les moyens pour pouvoir circuler sur toute l'étendue du territoire. Ici, tout le monde peut le faire. Tout le monde a les moyens. Seulement, quand vous allez vers les électeurs, qu'est-ce que vous leur donnez?
qu'est-ce que vous leur offrez? Ouais. Qu'est-ce que vous leur proposez? Parce qu'aujourd'hui, c'est un pays qui avance, certes, mais avec un taux de chômage encore très élevé. Ouais. Mais comment juguler tout ça? Si l'opposition veut réellement damer le pion à Alassane Ouattara, Au pouvoir, oui. cette opposition-là doit réellement se chercher un chef. Lorsque vous n'avez pas de leader, vous ne pouvez pas faire front au parti au pouvoir comme celui d'Alassane Ouattara. Selon vous, comment faire pour chercher ce leader, ou bien qui est ce leader Vous savez, autour duquel l'opposition peut fédérer? quand vous regardez un peu les âges des chefs de l'opposition, oui. C'est une décision que ces messieurs-là peuvent prendre pour se retrouver et trouver quelqu'un. Je ne veux pas forcément dire, je ne veux pas forcément dire un jeune, Ouais. mais quelqu'un qui est capable d'écouter tout le monde, quelqu'un qui est capable de réunir tout le monde autour d'une table et de chercher des solutions pour cette opposition. Donc, si ça ne se fait pas aujourd'hui, je ne pense pas que ça pourra se faire après, parce que ce sera plus difficile. Aujourd'hui, voyez l'âge d'Henri Konan Bédié, mais qui est toujours soutenu par tout son parti. Ouais. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très écouté. Par tout son parti, on a vu Kakabe, hein. Oui. Le déserteur, il est parti. Non, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Bien avant, il y avait Hachi Patrick, tout il y a ça. Pobena Djoumani, il y a Duncan et autres. Non, c'est-à-dire que majoritairement, Henri Konan Bédié est toujours soutenu. Donc c'est quelqu'un dont la voix porte et qui peut déjà commencer par organiser véritablement cette opposition-là. Moi, la tendance pour moi, c'est d'avoir deux ou trois grands partis politiques dans un pays pour pouvoir faire avancer la démocratie et le développement dans nos pays. Est-ce que le parti au pouvoir ne surfe pas forcément sur cette défaillance au niveau de l'opposition pour asseoir son pouvoir? Mais bien sûr, c'est clair. On est sur un terrain politique. Lorsque vous l'occupez pas, l'adversaire ne vous attend pas. Oui, justement, parfois même, on a l'impression que c'est le parti au pouvoir qui envoie qui met des bâtons dans les roues de l'opposition. Comme Kakabe, par exemple. Oui, mais attends, les élections présidentielles. On vient chercher le bon pion pour pouvoir casser quand même la bonne ascension de l'autre adversaire. On passe au Niger. Justement au Niger, les deux candidats, Mohamed Bazoum du parti au pouvoir, qui a recueilli 39,67% des voix, et Mahmoud Ousmane de l'opposition, 16,99%, doivent se faire face au second tour qui est prévu le 21 février prochain. Avant, Eric, de vous donner la parole, on va pour pouvoir parler d'un retournement de situation qui serait peut-être envisageable. On va parler des deux candidats du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, le principal parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, est largement donné favori de ces élections. Né le 1er janvier 1960 à Ngimi, Mohamed Bazoum a été plusieurs fois ministre. Après ses études donc primaires et secondaires au Niger, Bazoum débarque à Dakar avec son baccalauréat. Il est détenteur d'une maîtrise en philosophie politique et morale. On va également parler de l'opposition, de l'opposant. Bien sûr, Mohamed Ousmane a été président de la République du Niger en 1993 avant d'être renversé en 1999. Il faut dire que ces deux ténors, tout simplement, qui vont s'affronter le 21 février prochain. Bazoum est soutenu par l'appareil de l'État, et puis Ousmane qui était un ancien président. Oui, ça va être un beau duel à regarder. Mais ce que je pense, c'est que
quand vous quittez 39% et pour vous retrouver enfin, là vous étiez nombreux, hein, tu sors du lot avec 39%, c'est déjà un grand pas. Ça veut dire que le candidat Bazoum a de l'avance sur son challenger, même si ce dernier a quand même le soutien du président, enfin, dont la candidature est rejetée, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et je crois que il faudrait pour Ousmane de se battre véritablement sur le terrain, parce que les jeux sont ouverts, hein. Les jeux sont ouverts. Moi, personnellement, je ne vois pas par quelle alchimie, parce que nous parlons de renversement de la situation qui est possible, qui est envisageable, mais qui n'est pas, à mon avis, automatique, même si tu as tous les soutiens. Il a le soutien du reste de l'opposition nigérienne également. Et comme vous l'avez dit, il a également le soutien de l'opposant, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ça peut jouer dans la balance. Ça peut jouer. C'est pour ça que ce renversement est envisageable. Mais il n'est pas automatique. Parce que on a vu des jeux d'alliance dans plusieurs pays, mais qui finalement n'ont pas fonctionné. Tout simplement parce que les lecteurs, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a comment vous appelez, cette partie des Nigériens qui ne participent pas à cette élection. C'est-à-dire que... Vous voulez parler du premier tour, peut-être? Oui, le premier tour. Oui. Il y a eu beaucoup d'abstention. Oui. Si le taux d'abstention est élevé, donc ça joue en faveur d'un candidat forcément. Ou en défaveur. Voilà, ou en défaveur. Oui. Mais ce qui est sûr, parce que le candidat ministre Bazoum, il a l'appareil d'État, comme tu l'as dit dans ton introduction, il a l'appareil d'État avec lui. Et comme tel, pour eux, c'est qu'il faut forcément garder le pouvoir. Et ils ne vont pas lâcher déjà avec les 39% qu'ils ont déjà eu au premier tour. Maintenant, comme beaucoup d'observateurs ont eu à dire que ces élections, enfin le premier tour, s'est très bien déroulé. Oui. Si les choses vont dans le même sens, je crois qu'on ne parlera pas de tricherie, on ne parlera pas de vol, etc. Mais à partir de ce moment, le taux d'abstention sera l'élément fondamental de ce scrutin-là. On va parler de Mahamat Ousmane, surtout. Il est né le 20 janvier 1950 à Zender. Il était ancien président de la République, on l'a dit. Après ses études en économie monétaire et financière en France et au Canada, il rentre au pays. Il est le premier président démocratiquement élu, Eric. Voilà l'étiquette, si on peut le dire, de premier président démocratiquement élu peut jouer aussi pour Mahamat Ousmane. Oui, ça peut jouer. Ça peut jouer, sauf que généralement, les gens attendent toujours les périodes électorales pour sortir de leur tanière. Ouais. Il faudrait, normalement, avec ce poids-là, peser déjà dans la balance en se montrant déjà disponible pour le pays. Ce n'est pas quand il y a élection qu'il faut rapidement concocter un dossier, aller déposer pour dire « je reviens ». Il a été le premier président démocratiquement élu. Vous savez qu'après le Bénin, c'est le Niger qui a fait sa conférence nationale. Et après ça, c'est lui qui a été élu premier président de la République du Niger. Comme quoi, c'est véritablement un poids politique
qu'il ne faut pas négliger. Mais pour moi, c'est un souci de ne pas capitaliser cela avant ce scrutin. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui ne le connaissent pas dans ses actions, comment il est arrivé à se faire élire et tout ça. Mais il fallait toujours capitaliser tout ça là avant un scrutin. Mais je crois que pour ceux qui le connaissent, à cause de l'histoire du Niger, je crois que c'est un monsieur qui fait encore le poids politiquement parlant. On va prendre candidat par candidat et faire cet exercice. Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, actuel ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qui peut peser en faveur ou en défaveur de ce monsieur? En défaveur, d'abord, c'est la crise sécuritaire que vit le Niger. Surtout qu'il est ministre de l'Intérieur. Il est ministre de l'Intérieur. De la sécurité. Voilà, c'est ça qui joue beaucoup plus en sa défaveur. Parce que si c'est pas parce que tu n'es pas président de la République que tu ne pourras pas gérer la sécurité intérieure du pays, parce que c'est toi le ministre de l'Intérieur. Il ne faut pas être président pour pouvoir donner des ordres et enfin avoir une stratégie de combat contre surtout les djihadistes qui sont en train de développer quand même un truc vraiment fou, insensé, je peux dire, au Niger. Maintenant, à sa faveur, c'est le bilan. D'abord en défaveur. Il y a aussi un critère, on dit qu'il n'est pas nigérien. Vous l'avez entendu? Enfin, en disant qu'il n'est pas nigérien, je dis c'est pas un truc. Au contraire, ça va jouer beaucoup plus en sa faveur quand on dit qu'il est libyen, qu'il a une origine libyenne. Pendant tout ce temps, le gars, il a fait toute sa vie au Niger. C'est pas parce qu'on a une origine libyenne mais c'est parce que les gens ont un peu oublié notre devise en Afrique. C'est que je suis africain. Partout où je peux servir, je suis le bienvenu. En Afrique, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières en réalité. Donc, c'est peut-être ça que les gens ont oublié. Mais en le disant ainsi, les gens vont pousser ceux qui ont une origine libyenne ou d'autres origines à aller vers ce monsieur-là pour dire attention, parce que nous ne sommes pas de race pure nigérienne, donc on va nous exclure bientôt, etc. Donc on va voter créer, ça va créer plutôt une attirance vers c'est un peu la Bazoum de la Côte d'Ivoire. Oui, tu vois, c'est ça. Donc en sa faveur, surtout, c'est le bilan de Issoufou. C'est le bilan de Issoufou avec qui il a fait les 2 mandats. Et donc, il va essayer quand même, et c'est d'ailleurs en grande partie la ligne de sa campagne. Donc, nous avons pu faire ci, nous avons pu faire ça, et donnez-nous encore notre confiance pour qu'on fasse mieux, etc., etc. Donc, je crois qu'en sa faveur, c'est le bilan de Issoufou. Et ce grain de nationalisme qui ne dit pas son vrai nom, ça va aussi apporter encore plus. Je vois un truc en sa faveur également, c'est l'alternance démocratique de Issoufou. Oui, bien sûr, ça fait partie du bilan. Je n'ai pas voulu en parler parce que on n'est pas encore à ça. En Afrique, on n'est jamais sûr de quoi que ce soit. Un président qui a été démocratiquement élu a été déposé. Voilà, des situations comme ça qu'il faut avoir toujours une petite réserve là-dessus avant de se prononcer. Mais c'est vrai qu'il va y avoir une alternance parce que Issoufou est en train de partir. J'attends. Même si c'est son dauphin. Oui, j'attends la fin du scrutin. L'autre s'installe et je dis bravo, il y a eu alternance au Niger. Depuis avril 2004, Ousmane est président du comité interparlementaire sur les droits de l'homme de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. On va faire
même exercice pour Mohamed Ousmane, ses forces et faiblesses, si on peut le dire, ou bien ce qui peut peser en faveur ou en défaveur de l'ancien président. D'abord, quand on a été président, c'est qu'on a eu à gérer le pays. Alors, aujourd'hui, les gens vont prendre la gestion de Mamadou Issoufou par rapport à lui pour faire une comparaison. Et à partir de ce moment, on dit, quand tu étais là, voilà, le Niger avait un taux de pauvreté qui a atteint tel niveau. Aujourd'hui, avec l'autre, voilà ce qui s'est passé. Ça joue en sa défaveur. Parce que l'autre a un bilan plus luisant que lui quand il était arrivé au pouvoir. Donc, maintenant, quant à ce qui pèse en sa faveur, c'est peut-être le fait de n'avoir pas fait autant d'années au pouvoir. Il a juste fait 3 ans. 3 ans. Donc, ça aussi, ça peut jouer. Donc, on peut lui donner une confiance parce que lui, quand il est arrivé, il y avait quand même la sécurité au Niger, surtout parce que quand tu suis un peu la campagne au Niger, beaucoup se basent sur la gestion de la sécurité dans ce pays-là. Il y avait la sécurité peut-être parce qu'il n'y a pas l'histoire de la Libye. Oui. Il y a ça aussi. Il y avait un protecteur qui était Kadhafi. Et aujourd'hui, ça n'existe plus et on voit comment le Niger risque, si l'on y prend garde, d'être rapidement décapité par ces djihadistes-là qui avancent au jour le jour et qui continuent par semer un désordre total dans ce pays-là. C'est peut-être ça aussi, ce bilan qui peut l'aider à gagner ce scrutin. On va revenir après la pause et le journal pour l'exercice numéro 3. Eric Johnson, on va voir à partir des forces et les faiblesses des deux candidats, ce qui peut jouer, ce qui peut être l'élément déclencheur de la victoire ou pas de Bazoum, ou bien de la victoire ou pas de Mohamed Ousmane. Une petite pause, le journal, et on revient tout à l'heure.